Bien, bonjour. Bienvenue au Festival de géopolitique de Grenoble et sur la Tronche en Biais pour une émission sur les sciences de la guerre et de la paix, puisque ce sera le thème d'aujourd'hui. Alors, je commence avec un petit éditorial pour vous planter un peu le décor. Un monde où chacun vivrait en paix et en harmonie. Voilà ce que les candidates au concours de beauté désirent toutes, apparemment. Et finalement, c'est assez consensuel. J'ai un son qui me revient dans les oreilles, je sais pas d'où ça vient. J'ai un retour bizarre. Je vais continuer. C'est assez consensuel et on pourrait même dire que la paix ne fait pas débat. Et apparemment, ce serait absolument faux. Parce qu'il faudrait commencer d'abord par nous mettre d'accord sur ce que c'est que la paix. En France, par exemple, en particulier, malgré la guerre contre le Covid, merci Président, le pays est en paix. Et pourtant, il déploie ses armées à travers le monde. Donc la France est constamment en guerre et les Français ne le voient pas. Est-ce curieux? Est-ce anormal? Est-ce illégal? Il faudrait ensuite savoir si la guerre économique est compatible avec la paix, si la diplomatie est toujours pacifique. On a l'exemple avec l'ambassadeur de Chine, par exemple. Et je vais évidemment, comme tout le monde, citer Karl von Clausewitz. La guerre n'est que le prolongement de la politique par d'autres moyens. Dès lors, est-ce que la politique, c'est la guerre? Est-ce que tous les coups sont permis? Et maintenant, je cite Rudyard Kipling. La première victime d'une guerre, c'est toujours la vérité. Et ça sera au cœur de notre discussion. Comment savoir qu'on sait de quoi on parle quand on parle de la guerre ou de la paix? Moi, je ne sais pas trop. J'espère que mes invités sauront un petit peu. Est-ce qu'il y a des disciplines scientifiques, des expertises spécialisées dans la description des mécanismes qui conduisent les conflits vers la violence armée, ou au contraire, qui peuvent établir des scénarios à suivre pour la désescalade et la coopération? En d'autres termes, est-ce qu'il y a un moyen de tester la fiabilité des travaux qui sont produits en polémologie, ça c'est la science de la guerre, et en irénologie, ça c'est la science de la paix? Nous n'avons qu'une heure pour tenter d'évacuer un maximum de flou autour de ces questions. Nous allons évidemment échouer à tout expliquer, à tout comprendre, mais j'espère que nous aurons des idées plus claires après avoir entendu sur le sujet mes deux invités, qui sont Quentin Sancier, polytechnicien, animateur de la chaîne Sur le Champ, sur YouTube, qui s'intéresse à la tactique et à la stratégie militaire, et Gabriel Guélis, économiste et politologue, président du JPRI, qui veut dire Geneva International Peace Research Institute, et qui organise bientôt un colloque sur quelle voie vers la paix. Alors, je vais leur demander de se présenter un petit peu pour qu'on sache quelles sont leurs compétences et pourquoi est-ce qu'ils viennent nous parler de ce sujet aujourd'hui. Quentin? Oui, bonjour. Bonjour. Pardon, je commençais par ordre alphabétique. Du coup, je vais donner la parole à Quentin Sancier Eh pour ben, le écoutez, début. d'accord. Quentin, êtes-vous là? Vous êtes figé sur votre écran, Quentin. Ça y est? Ça fonctionne? Alors, on va commencer par M. Galis, puisque Je saute Quentin... un peu. C'est moi qui saute, hein. Oui. Ah oui. Bon, ça a l'air d'aller maintenant. Donc, bonsoir. Du coup, je me présente rapidement. À Quentin Sancier, vous avez déjà dit un peu tout. Je fais de la vulgarisation en histoire militaire. Donc, en fait, le but n'est pas de revenir sur l'événementiel militaire de comment se sont passées les batailles, ou en tout cas pas exclusivement, puisque le but, c'est d'avoir une approche un peu holistique du phénomène guerre à travers l'histoire et de ses effets en tant que phénomène sur les sociétés que ça a traversé, c'est-à-dire à peu près toutes. D'accord. Et donc, de formation de polytechnicien, un rapport avec le sujet? Oui. Non. Non, ça a été une occasion pour moi de pousser un peu, mais la passion était là avant. Et voilà. D'accord. Alors, Gabriel Galis, vous êtes à Genève aujourd'hui? Je suis en Suisse, mais je ne suis pas à Genève. Je suis du côté de Berne, la ville fédérale. D'accord. Et donc, alors, vous dirigez le JPRI. Qu'est-ce que Oui. c'est? Alors, c'est un sigle en anglais pour un acronyme qui, normalement, devrait se dire en français. Mais les fondateurs ont pris le JPRI par référence au grand frère de Stockholm qui s'appelle le CIPRI. Mais en réalité, en français, on utilise aussi l'expression française Institut international de recherche pour la paix à Genève. D'accord. Alors, on va entrer dans le vif du sujet directement, je vais dire, pour voir un peu. Donc, Monsieur Galis, est-ce que vous pourriez m'aider à définir ce que c'est que la polémologie, ce que c'est que l'irénologie, et éventuellement s'il y a des disciplines scientifiques un peu plus connues, un peu plus mainstream, qui sont impliquées dans ces études-là? Oui, volontiers, parce que contrairement à ce qu'on pense, polémologie et irénologie ne s'opposent pas terme à terme. Elles ont des oppositions sous-jacentes à l'une et à l'autre.
C'est-à-dire qu'on trouve des polémologues et des irénologues qui se mettent assez facilement d'accord. On trouve des irénologues qui ne sont pas d'accord entre eux et on trouverait certainement des polémologues qui ne sont pas d'accord entre eux non plus. Vous voyez à peu près la situation. Alors, Alors, ce qui est justement, clair, c'est quoi le champ d'expertise de le chacun? champ d'expertise est théoriquement clair, mais ça ne suffit pas à résoudre le problème. Polémos, en grec, ça veut dire la guerre. Ça donne le mot polémique dans la langue courante. Polémique, c'est quand les gens se fâchent sans forcément se taper dessus. Mais on peut passer de l'escalade verbale à l'escalade armée. Tandis que l'irénologie, ça vient du mot Irénée qui veut dire la paix. Donc, effectivement, irénologie. Alors, pourquoi dire irénologie qui a l'air d'être un terme inutilement savant, pour ne pas dire compliqué? C'est parce qu'il existe en anglais un terme qui est peace research. Et quand on essaye de le traduire en français, on se heurte à des difficultés. La façon la plus large, c'est de dire recherche sur la paix. Mais comme les irénologues ont quand même l'ambition de faire pas simplement de la recherche sur la paix, mais de la recherche pour la paix, donc passer de sur la paix, objet d'étude, à pour la paix, et c'est là qu'on a un débat sur la neutralité axiologique, Oui. alors à ce moment-là, on prend irénologie, comme ça veut dire de, sur et pour à la fois. Ah, entendu. Très bien. Et donc, la nuance entre les deux, est-ce qu'il y en a une vraiment? Écoutez, moi j'ai tendance à dire qu'il y en a une dans la mesure où le polémologue stricto sensu étudie les conflits, les modalités, leur développement, éventuellement la fin des conflits, mais il n'a pas nécessairement pour ambition, s'il ne se la fixe pas à titre de citoyen, d'aller au-delà. Hein. C'est en ce sens-là qu'il dit, moi j'ai décrit un objet, c'est comme un chercheur qui décrirait les boas, quoi. Bon, il vous explique comment fonctionne le boa, il ne vous dit pas ce qu'il faut en faire. Voilà. Tandis que l'irénologue dit, moi j'étudie la paix pour l'obtenir. Et d'ailleurs, il y a une méthodologie en 4 points sur laquelle je reviendrai si vous le souhaitez ultérieurement. D'accord. Donc, l'irénologue est plus engagé que le polémologue. On pourrait dire ça. Mais enfin, je parle sous le contrôle de Quentin Sancier, qui pourrait trouver des exceptions. Je ferai juste une petite remarque pour dire que nous ne sommes pas opposés, c'est que nous nous sommes confrontés amicalement en 2011 dans un colloque au JPRI, notamment avec des polémologues de Strasbourg, et nous nous sommes aperçus, hormis cette question incertaine de la neutralité axiologique, auquel les polémologues prétendent plus facilement que les irénologues, que nous n'avions pas de divergence fondamentale. Ça, c'est quand même un point. Et le deuxième point que je voulais dire, c'est que depuis 19 ans que je fais de l'irénologie, j'ai découvert une chose intéressante et surprenante à mes yeux au début, mais maintenant je me suis habitué, c'est que les militaires n'étaient pas les plus belliqueux. D'accord. C'est un champ qu'on pourrait observer. J'ai travaillé avec des militaires, je travaille avec des officiers, et souvent ils ont une compréhension de la façon d'éviter les guerres plus forte que certains civils. Peut-être que d'avoir vécu des situations sur le théâtre des opérations, comme on dit, calme les ardeurs, peut-être. Je pense. Alors, Quentin, de votre côté, sur la distinction entre polémologie et irénologie, un mot à ajouter? Alors, j'ai pas fait d'irénologie ou de polémologie personnellement, j'ai un peu étudié le sujet, j'ai l'impression, moi j'ai envie de rajouter, peut-être qu'au moins au début, on a eu une nuance qui s'est imposée sur comment on interprétait la guerre. C'est-à-dire que le polémologue a tendance à interpréter la guerre comme un phénomène quasi consubstantiel à notre organisation. Quasi consubstantielle de notre organisation, et nous n'avons pas la suite de la phrase parce qu'il y a un problème de connexion. J'espère que ça va se résoudre très vite, sinon ça ne va pas être facile. Quentin, vous êtes de retour. Ouais, d'accord, je saute. Oui. On a Je entendu que vous ai c'était perdu quand? consubstantiel à la société. Ouais, en fait, c'est quelque chose, en tout cas, c'est chez Xavier Boutoul, ça apparaît vraiment, que la guerre, c'est une dépense. C'est quelque chose qui arrive et on n'a pas la main dessus, on doit faire avec. Tandis que l'irénologue vit la guerre comme une maladie, D'accord. donc comme quelque chose qui est soignable, qu'on peut essayer de prévenir. Alors, justement, pour la prévenir ou pour la décrire, il faut savoir ce que c'est. Est-ce qu'on peut essayer,
d'abord avec vous de définir ce que c'est que la guerre. Je sais que vous avez fait une vidéo qui s'appelle «C'est quoi la guerre?» ou un truc comme ça. Euh, Où est-ce que ça commence Oui, la c'est guerre ça. et où est-ce que ça finit? Ben, j'ai envie de dire, pour ne pas vous mentir, qu'on ne peut pas répondre. La guerre, c'est beaucoup de choses à la fois. Euh, en fait, on peut mieux définir la guerre en disant ce qu'elle n'est pas. On doit tout de suite faire remarquer que la guerre, c'est pas l'exercice de la violence. C'est pas D'accord. suffisant. Mhm. Exercice de la violence entre individus, un ensemble de rixes entre individus, c'est pas du tout suffisant pour définir une guerre. Une guerre, c'est une organisation, c'est un emploi organisé de la violence, avec un objectif. À partir du moment où vous dites objectif, vous êtes obligé de rentrer dans la question de la politique. Donc on a forcément, hein, vous l'avez cité au début, hein, Karl von Clausewitz, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Mais même en ayant dit ça, en fait, on est obligé de rajouter un ensemble de concepts, un ensemble d'éléments qui vont nous permettre de caractériser non pas la guerre, mais une guerre. Je ne sais pas Mhm. si vous m'entendez bien. C'est ça, ça fonctionne, ça fonctionne. L'image saute, mais on a le son. Donc, en gros, c'est très difficile Ok, à définir. C'est pas que la violence, mais d'accord. est-ce qu'il faut de la violence pour qu'il y ait une guerre? Et bah, c'est une autre question. Parce que de fait, le terme guerre et tout le vocabulaire associé à la guerre, aujourd'hui est employé dans plein d'autres domaines. Oui. Ce qui signifie en fait conflictualité, opposition et quelque chose de l'ordre de l'opposition violente et non pas seulement de l'opposition exclusivement politique par le débat, par la parole et par la prise de décision politique. Donc il y a quelque chose de l'ordre de on essaie d'imposer sa volonté à un adversaire. Mais par exemple, d'un point de vue chronologique, est-ce qu'on sait définir à partir de quel Ouais. moment, quel jour une guerre commence et quel jour elle s'arrête? Est-ce que l'armistice, c'est la fin de la guerre? Est-ce qu'on a une bonne définition? En fait, c'est ça le problème, c'est que une guerre a un contexte matériel et historique qui en a la nature. C'est-à-dire qu'un armistice, un traité de paix, une déclaration de guerre, c'est possible entre États dans un monde où les États sont constitués et ont des relations diplomatiques entre eux pour pouvoir créer l'état de guerre à un certain instant. Donc c'est une suspension. Mais c'est juste une manière de caractériser la chose. Mhm. Quand on a une guerre civile, il y a difficilement euh, un moment, un traité qui va dire c'est fini. Et on va seulement historiquement le définir par la suite. Alors, on n'a pas compris la dernière phrase. On va seulement le... Ah, pardon. Vous disiez on va seulement et après on n'a pas entendu. On va seulement définir les dates qu'une fois que c'est terminé. D'accord. Donc il faut du recul pour pouvoir dire que c'est fini ou que ça commence. Pour certaines guerres. Pour les guerres entre États, aujourd'hui, non, il n'y a pas tellement besoin de recul. Un armistice, puis un traité de paix, ça permet de clarifier. La Première Guerre mondiale, c'est relativement clair, en tout cas Mhm. entre la France et l'Allemagne. Mais Ouais. quand on étudie, d'ailleurs, on voit que très vite, il y a d'autres conflits qui sont créés par la Première Guerre mondiale et qui vont durer jusqu'en 1921, en 1924. D'accord. Monsieur Galis, est-ce que cette définition-là, compliquée, vous convient? Est-ce qu'il y a des précisions à ajouter sur c'est quoi la guerre? Je suis en partie d'accord. Je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas un conflit comme les autres, et c'est d'ailleurs Jean-Jacques Rousseau qui était le premier à avoir défini la guerre comme une relation violente entre États. Bon, maintenant, vous avez des acteurs non étatiques, ça complique un peu les choses, mais enfin, on Voilà. voit à peu près de quoi il s'agit. Deuxième chose, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que l'irénologue tient la guerre pour une maladie. En tout cas, moi, je ne la tiens pas pour une maladie. Je la tiens pour un comportement moins adapté que la solution pacifique. Voilà, je constate, et je suis très réaliste, il y a aussi des réalistes chez les irénologues, c'est qu'on peut avoir des intentions idéales, mais on peut ne pas prendre ses désirs pour des réalités. Donc, moi, je ne tiens pas du tout, ni même l'agressivité comme une maladie. Et puis, troisièmement, je voudrais dire aussi que les fondateurs de la polémologie française, parce que c'est celle que je connais le mieux,
Et Quentin Sancy a parlé de Boutoul. Il faut savoir que Louise Weiss et Gaston Boutoul étaient tous les deux animés de volonté pacifique. Ils sortaient de la guerre et ils n'ont pas fondé la polémologie française sans raison. D'ailleurs, une expression intéressante de Boutoul, c'était « si tu veux la paix, connais la guerre ». Vous connaissez l'adage « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Oui. Et Boutoul disait « si tu veux la paix, connais la guerre ». Et je trouve que c'est une partie de l'irénologie que de connaître la guerre. D'accord. Alors, on pourrait se demander aussi, une fois qu'on a décrit un peu ce que c'est, on ne fait pas la guerre pour rien. À quoi ça sert la guerre? Dans le sens de, il y a des enjeux qui sont avoués, qui sont des territoires ou des choses qu'on va réclamer et pour lesquelles on va se battre, mais il y a aussi des enjeux internes dans les États qui font la guerre. Et compte tenu de ces deux polarités, à quoi ça sert la guerre ou les guerres, ou est-ce qu'on a des différences dans les conflits par rapport à ces enjeux-là? C'est à moi la question? Oui, parce que quand on nous a quittés pour l'instant, il va se reconnecter, je pense. D'accord. Alors, moi, je voulais justement faire une nuance supplémentaire par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure. C'était une réponse à une question que vous avez posée, vous. Est-ce que la guerre implique nécessairement la violence? Parce que c'était la réciprocité, violence sans guerre, guerre sans violence. Et moi, je répondrais non. Mais ce n'est pas moi qui réponds, ce sont deux officiers supérieurs chinois qui ont écrit un livre fondamental en 1999, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle « La guerre hors limite » en français. Ce livre a eu un retentissement mondial. Il a été publié par les éditions de l'Armée populaire de libération, par deux officiers qui étaient à l'époque colonels de l'armée de l'air. Bon, depuis, ils sont généraux à la retraite. Et ils se sont mis à deux pour faire ce livre qui s'appelle « La guerre hors limite ». Et le cœur de leur démonstration, et c'est là où je pense que ça peut nourrir notre discussion, le cœur de leur démonstration, c'est de dire les guerres du XXIe siècle seront des opérations de guerre non militaires. Opérations de guerre non militaires. C'est-à-dire, ça veut dire quoi l'opération de guerre non militaire? Ça veut dire le culturel, le technologique, l'économique, mais l'économique comprenant… J'allais y venir plus tard, ça, mais oui, en effet. Voilà, comprenant lui-même l'industriel, l'espionnage industriel, la guerre des monnaies, la guerre financière, c'est très vaste. Même à l'intérieur de l'économique, vous avez une subdivision de différentes guerres. Donc, moi, je m'appuie sur cette thèse-là que je juge très pertinente. Ils ne l'ont pas inventée, d'ailleurs, les Américains le disaient dans un autre langage, ils ont parlé de soft power, hard power et smart power, voilà. Pour faire la synthèse des deux. Donc, moi, je pense que les guerres actuelles, c'est parfois beaucoup de violence, mais je dirais c'est de la violence en sandwich. Vous avez un petit morceau de pain au début, un petit morceau de pain à la fin, et au milieu, c'est dans les Big Mac, vous voyez. Il y a plein de machins au milieu qui sont autre chose et qui sont des opérations non militaires. D'accord. Et ça, on va en parler après parce que justement, j'aurai la question sur les guerres modernes qui sont un peu différentes d'autrefois, mais du coup, pour creuser, en fait, Quentin est toujours des nôtres, mais juste, il n'y aura plus de caméra, donc il pourra quand même répondre. Et sur à quoi ça sert la guerre, est-ce qu'on sait identifier les raisons pour lesquelles on est en guerre et les raisons internes et externes, en fait? Puisque je pense qu'il y a plusieurs raisons. Globalement, enfin on pourrait, oui, effectivement. Globalement, on peut dire que c'est un corps politique qui essaye d'imposer sa volonté à un autre corps politique. Le même Rousseau disait la guerre idéale, c'est quand on tuerait personne. On obligerait, c'est un peu la conception chinoise de la guerre. La conception chinoise de la guerre, c'est d'éviter le sang. C'est de vous faire peur ou de vous étouffer. C'est quand même intéressant, ça. Certains ont parlé de la stratégie de la lamproie qui parasite le poisson par en dessous. Donc, elle se nourrit de son sang, mais sans le tuer directement. C'est une forme beaucoup plus progressive, sinon progressiste, de la guerre. Donc ça, c'est effectivement un processus plus indirect, mais qui a sa place et qui est partagé par tout le monde. Et puis l'usage interne, alors c'est très connu, mais c'est presque du Machiavel, ça permet de resserrer les rangs autour de soi. Quand on a un ennemi commun, ça sert d'exutoire par rapport aux conflits internes. Et Boutoul aussi a travaillé là-dessus. Boutoul, il allait même plus loin. Il disait que c'était une façon de liquider les surplus de population, etc., que c'était les pères qui faisaient tuer les fils. C'était une espèce d'Oedipe inversé, quoi. Les pères se débarrassent des fils en les envoyant se faire tuer. Bon,
Donc, ça sert à beaucoup de choses à titre interne, certainement. On n'a pas encore épuisé le sujet, mais ça a effectivement des objectifs internes, avoués ou pas avoués. Parce que ça, il faut savoir que dans ce domaine-là, les principaux objectifs sont en général inavoués. Il ne faut pas écouter ce que disent les gens sur leur motivation. C'est comme dans la sexualité, et ils vous trouvent toujours des bonnes explications dans le langage amoureux. Chérie, t'as de beaux yeux. En réalité, il peut y avoir plein d'autres motivations annexes, mais qui ne sont pas celles qu'on met sur la table au premier rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc la guerre, c'est pareil. Quentin, par rapport à ça, par rapport aux raisons d'être de la guerre, quelque chose à ajouter? Bah, en fait, le cœur du sujet, quand on pose la question de à quoi sert la guerre, c'est de soulever assez vite, de ne pas oublier qu'il y a toujours une catégorie de la population qui peut avoir un intérêt à la guerre. Oui. On a tendance aujourd'hui à conceptualiser la guerre comme une phase de destruction exclusive de moyens de production, de biens de consommation, qu'on va appeler les obus, les balles, enfin, c'est des biens très particuliers. Et ça crée du travail, mais en fait, il y a des populations qui sont intéressées par la guerre. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment important de le souligner parce que sinon, on ne peut pas comprendre comment on évite sa déclaration. Ensuite, il y a un autre point, c'est que en termes de à quoi sert la guerre, c'est aussi entre guillemets, le dernier moyen des débats qui n'arrivent pas à se régler. C'est aussi pour ça que c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. C'est-à-dire que la paix est également un problème pour certaines populations. Maintenir tout le monde sous un contrôle et sous un équilibre social qui ne convient pas à une partie de la population peut mener à des guerres. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, la guerre est parfois préférable à l'injustice. C'est ça, en fait. Ouais, alors si on utilise des concepts philosophiques un peu grands, oui, dans les faits, en fait, les catégories de population qui sont concernées vont se construire un discours pour le justifier. D'accord. Sans chercher à déterminer si c'est vrai ou pas l'injustice, il y a en fait une guerre peut se déclarer dans un contexte où l'équilibre politique ne convient pas à une population qui pense pouvoir imposer sa volonté autrement. D'accord. Alors, avant de revenir vers M. Galis qui pourra rebondir là-dessus, j'injecte une autre question vers laquelle on pourra se diriger, c'est la pertinence du vocabulaire. Est-ce que c'est pertinent de parler de guerre contre le ou la Covid? Est-ce que c'est pertinent de parler de guerre contre le terrorisme? Alors, les deux cas sont très très différents, mais on a le même mot. Et ce mot-là ne marche pas par rapport à ce qu'on a défini comme étant des États qui se battent l'un contre l'autre. Alors, est-ce qu'on utilise bien les mots ou est-ce que le fait de mal utiliser les mots rajoute au problème? D'abord, Quentin. Alors, j'ai deux réponses. La première réponse, d'un point de vue linguistique, on n'a jamais tort. Si les gens utilisent ça et donnent un sens à l'emploi de l'imagerie militaire, guerrière, pour définir une situation, c'est que ça a un sens. C'est qu'il y a quelque chose qui est exprimé. Maintenant, quand on a dit ça, d'un point de vue strict, non, ça pose un problème de parler de guerre contre un virus ou de guerre contre le terrorisme. Non pas parce que ça utilise un terme qui ne serait pas bon pour définir une situation, mais parce que ça fait passer l'entité en face comme un adversaire pensant, alors que c'est un concept pour le terrorisme et que c'est une maladie, un virus qui n'a aucune stratégie pensée, ni de gain particulier contre nous dans le cas du Covid. Et du coup, en fait, on efface, soit on va se raccrocher sur des aspects, en fait, c'est tout un logos qui se met en place pour dire qu'on est dans un conflit et que le Covid nous a déclaré la guerre, parce que c'est lui qui a commencé. Soit on est en fait dans une manière d'essayer d'effacer d'autres questions. C'est-à-dire que le virus n'évolue pas pour nous tuer, il ne cherche pas à nous tuer. Lui, il fonctionne dans sa nature. Et à partir de là, c'est une autre manière de conceptualiser notre opposition à lui. Donc, il y a des enjeux qui sont de l'ordre de la communication politique. Et là, on en a pour plusieurs autres heures. Alors, sans développer sur des heures, Gabriel Galis, votre avis là-dessus?
Je suis assez d'accord. Bon, je serais plus tranché en disant non, parce que même si le linguistique permet de tout admettre, je pense qu'il faut mettre quand même un peu de rigueur. Mais il l'a expliqué dans un deuxième temps. Moi, je dirais non, il n'y a pas de guerre contre le Covid, surtout quand on n'a pas de masque, quand on n'a pas de lit, quand on n'a pas de produits alcooliques. Bon, il vaut mieux pas annoncer aux gens qu'on les envoie à la guerre, parce que ça fait un peu penser à la guerre de 70 avec des pantalons de couleur face aux mitrailleuses allemandes, c'est pas une bonne idée. Et puis pareil pour le terrorisme, on peut faire la guerre à des terroristes, mais pas la guerre au terrorisme. Et encore faut-il les définir, les terroristes. Effectivement, ils ne sont pas tous pareils. Et même les Américains avaient refusé, quand ils étaient en Irak, d'appeler la catégorie de terroristes. Ils les avaient appelés insurgents, ce qui était plus rigoureux. C'était un peu plus rigoureux parce que sinon, moi j'ai une façon un peu claire de distinguer les deux. J'appelle un insurgent ou un résistant celui qui défend son pays chez lui en attaquant des forces ennemies armées, et j'appelle terroriste celui qui s'en prend à des civils en dehors de chez lui. Est-ce que c'est clair comme distinction? Quand vous mettez une bombe dans le métro de Londres, ou quand vous allez tirer à la Kalachnikov dans des cafés à Paris, vous êtes clairement un terroriste, quoi. Alors, du coup, j'ai une question. Est-ce que des Américains qui tirent sur d'autres Américains parce qu'ils sont musulmans ou autres, est-ce que c'est du terrorisme ou pas? On fait une catégorie qui s'appelle le terrorisme d'État. Ouais, Terrorisme d'État, c'est une catégorie avérée aussi. J'en ferai pas la liste pour désobliger personne, mais il y a quand même pas que les terroristes qui sont des acteurs non étatiques. Il y a le terrorisme d'État, c'est-à-dire quand on ne respecte pas les droits de l'homme ou le droit de la guerre. Il y a un droit de la guerre. bien Donc sûr. tirer sur des militaires, bah, a fortiori d'ailleurs quand on tire sur ses amis, vous avez vu ça en Irak, qu'un hélicoptère américain avait tiré sur des militaires britanniques. Oui, Bon. les friendly fires. Alors, bon, certains disent que c'est une erreur, d'autres disent qu'ils ont perdu la tête. Bon, j'en sais rien, je ne suis pas au fait des événements en détail, mais visiblement, ce n'est pas normal, moins qu'on puisse dire, quoi. Mais ma question était autre. Vous dites que le terroriste, c'est celui qui va tuer hors de chez lui, mais on a des gens qui sont dans leur pays et qui, que ce soit lié ou pas à des conflits externes, parfois ça ne l'est pas du tout, vont tuer des gens chez eux par idéologie. Est-ce que on est au bord du sujet, mais comme vous avez évoqué la définition, est-ce que le terrorisme s'applique ou est-ce qu'il faut un autre mot pour ça? Non, c'est aussi du terrorisme. Et je dirais, sur les pas de François Bernard Huyghe, que dans le terrorisme, il y a deux dimensions. Il y a la dimension apparente. Très souvent dans les conflits, il y a la manifestation, il y a la dimension manifeste et il y a la dimension cachée. La dimension manifeste, c'est de faire peur aux gens, les tuer et puis faire peur à ceux qui sont autour. La dimension cachée, c'est de faire pression sur le corps social pour obtenir des objectifs et des concessions, accoutumé à un certain danger, changer les habitudes du dit corps social. Ça, c'est beaucoup plus insidieux. Parce que dans un cas, on tue 10, 20, 50 personnes. Bon, c'est toujours trop, c'est évidemment clair. Mais au-delà de ça, on fait peur à tout le monde. C'est-à-dire, on fait peur à un pays, on fait peur à ses voisins. Et c'est ça la dimension du terrorisme. C'est le terrorisme spectacle. D'ailleurs, les vrais terroristes organisés ont très bien compris ça, puisque en fait, il y a le tueur et le caméraman. Oui. Le but, d'ailleurs en Irak, c'était assez patent. Al-Qaïda était beaucoup plus fort dans le maniement des caméras que les insurgés. Les insurgés, ils mettaient une mine sous un char et ils disparaissaient dans la nature. Ils ne cherchaient pas à faire un spectacle. Oui. Le terrorisme spectacle, c'est un terroriste qui veut mettre en scène son action politique. Et ça suppose des caméras autant que des kalachnikovs ou des bombes. Alors du coup, on nous dit qu'on est en guerre contre le terrorisme. À tort ou à raison, c'est ce qu'on nous dit. Et j'aimerais vous faire rebondir, M. Galli, sur l'idée d'un paradoxe. C'est vous qui m'avez parlé de ça lorsqu'on a préparé l'émission. Il y a un paradoxe par rapport à la guerre contre le terrorisme, c'est on instrumentalise des groupes armés pour renverser des États, enfin des gouvernements. Et après, on s'étonne que ces groupes armés qui finalement ont des idéologies très très marquées se retournent entre guillemets contre nous. Oui. Donc, non seulement c'est pas vraiment une guerre contre un État, mais en plus on arme les gens qui après s'attaquent à nous, entre guillemets. Alors ça, c'est le côté le plus gênant du jeu cynique de quelques puissances. Les Américains ont commencé, mais ils n'ont pas le monopole.
Ils ont commencé avec les talibans qui étaient faits pour chasser les Russes. Bon, une fois que les Russes sont partis, les talibans se sont retournés contre les Américains aussi. Le fameux Ben Laden, au début, il avait eu la bénédiction des Américains. Bon, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire qu'en Syrie, on a le même scénario. Il se trouve que des officiers français, belges et britanniques forment des terroristes auxquels on fournit des armes payées par le Qatar ou l'Arabie saoudite. Bon, ça, le livre de Maxime Shea le développe abondamment, à partir de sources américaines d'ailleurs, parce que les Américains sont les meilleurs pour trouver les bonnes sources sur ce genre de problème. Donc, on joue avec le feu. Effectivement, il faut savoir si notre ennemi principal, c'est les terroristes ou si c'est Bachar. Si pour dégommer Bachar, on s'appuie sur les terroristes, on n'est pas sûr qu'on n'ait pas deux fronts contre nous, et c'est toujours plus difficile de se battre sur deux fronts. Alors, Quentin, par rapport à ça, est-ce que la guerre contre le terrorisme est une guerre? Et sinon, quel mot on utilise? Comme je disais, on ne peut pas faire la guerre à un concept. La guerre contre le terrorisme, ce serait faire la guerre à tous ceux qui voudraient employer le terrorisme comme moyen politique d'influence. À la limite, si je donnais cette définition, c'est un peu lourd. Et en fait, le problème, c'est que tout le monde peut le faire et tout le monde le fait. Mais avec une certaine manière, avec un certain équilibre dans la manière de communiquer, dans la manière de le présenter. Les attaques aériennes, qu'elles soient américaines, russes, ou que sais-je, françaises au Mali, sont-elles du terrorisme? On va dire que non, parce qu'on est dans un cadre étatique d'intervention avec l'aval de l'ONU et tout un ensemble, mais à la fin, elles imposent une certaine prise de position politique dans une organisation mondiale et dans une organisation des infrastructures et des institutions. Les terroristes cherchent la même chose. Et c'est un peu je dirais que s'il y a un paradoxe, il est dans cette zone-là. C'est que tant qu'on est perdant, on est terroriste. Et dès qu'on est gagnant, on devient l'institution. Les terroristes irlandais qui se sont battus contre les Britanniques pour l'indépendance ont été des terroristes jusqu'à ce que l'Irlande existe, jusqu'à ce que l'Irlande devienne indépendante. Et là, tout à coup, ce sont devenus l'armée de libération dans le dialogue, et ça se construit. Donc en fait, il y a toujours un rapport historique à la notion de terrorisme. Et parfois, on peut même a posteriori faire de groupes armés des terroristes pour délégitimer leur lutte politique. Voilà. Donc, ça n'a pas de sens de parler de guerre contre le terrorisme. Il faudrait, en fait, si nous, dans notre posture, qui n'avons pas d'intérêt dans cette guerre du terrorisme telle qu'elle nous est présentée, si on veut s'en défendre, il faut essayer de déterminer le but de cette guerre contre le terrorisme. Et c'est peut-être là, enfin, je fais une incursion avec un avis personnel. Peut-être que le but est de délégitimer totalement l'adversaire, de dire qu'il n'a pas de but, qu'il n'a pas de projet et qu'il est juste là pour faire peur et pour tuer des gens. Et du coup, on le déshumanise et comme ça, on peut le combattre en ayant tous les moyens et en ayant les coups des franches. Voilà. Est-ce que ça peut être ça? C'est un peu un des problèmes qui se posent quand on parle de guerre contre le terrorisme, c'est qu'on oublie que le terroriste est un être humain. C'est Oui, vrai, c'est comme vous triste, dites, mais il faut le rappeler, oui. on le déshumanise. Mais après, il se déshumanise aussi. Je ne vais pas prendre parti non plus pour les islamistes au Mali, hein, ce n'est pas le sujet. C'est pas ce que je dis non plus. C'est juste de faire remarquer que ça fait plusieurs années qu'on est en guerre au Mali, que l'armée française est en opération extérieure et qu'on n'en a rien à faire. Donc il y a toute une question aussi d'invisibilisation, de mise à distance par rapport au débat politique qui devrait avoir lieu sur devons-nous intervenir ou non. Il a lieu, mais dans certaines sphères, et on remarque d'ailleurs, en reprenant la remarque de M. Galis, que les militaires sont très conscients de ça et ne sont pas particulièrement les plus belliqueux. Il se pose la question de comment faire pour restabiliser une région par rapport à des objectifs qu'on nous donne, évidemment. Monsieur Galis, sur ces questions-là, pardon. Non, mais j'allais dire c'est compliqué, point. C'est compliqué, mais ça, c'est un truc que je pense qu'on a compris. Voilà. Un mot là-dessus, Monsieur Galis, et après, j'aimerais que tous les deux, vous nous proposiez des ouvrages de référence, des conseils de lecture, avant qu'on poursuive notre échange, sur ce qu'a dit Quentin sur ces questions du mot terrorisme et du concept.
Alors, M. Galis n'est plus là aussi. Si, je suis là. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, parce que j'étais en train de réfléchir à la bio. Je vous en ai envoyé une, alors vous pouvez la lire pour moi. Je ne l'ai pas sous les yeux, parce que comme je suis sur l'écran. Mais c'était quoi le premier point? C'était Rebondir sur ce qu'a dit Quentin Sancier sur le fait qu'on ne fait pas la guerre à un concept. Mais du coup, si on utilise ce mot, et c'était ma question, il y a bien un intérêt. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'on fait la guerre contre le terrorisme. Que le mot soit pertinent ou pas, il y a un intérêt à l'utiliser. Oui, oui, ben, c'est comme quand on a utilisé le terme croisade. Vous savez que George W. Bush a utilisé le terme croisade. Bon, ce que je trouve particulièrement malheureux, parce que moi, je suis effectivement d'accord sur le fait qu'on ne déshumanise pas l'adversaire, on le combat, on combat ses idées, et s'il prend des armes, on doit liquider ses idées en liquidant celui qui utilise les armes. Vous voyez ce que je veux dire? En réalité, c'est un moyen, la liquidation de l'adversaire, la liquidation physique éventuellement. Et moi, je suis de ceux qui admettent totalement la résistance. Il ne faut pas oublier que les nazis ont qualifié les résistants français de terroristes. Autre façon, comme le disait Quentin Sancier, de dévaloriser n'importe qui, alors que là, ils étaient chez eux, quoi. Alors, on en revient à ma distinction. Quand on est chez soi et qu'on défend sa famille, son territoire, on n'est pas terroriste, on est résistant. Donc, moi, je pense que c'est ça, mais j'ajoute qu'il ne faut pas évacuer la notion des terrorismes d'État. La notion de terrorisme d'État, c'est quand même un État qui utilise de façon non proportionnée et illégale la violence armée. Parce qu'il y a un droit de la guerre, il y a ce qu'on appelle maintenant le droit humanitaire. On évite les civils, on respecte les installations, on ne tue pas un adversaire désarmé. Il y a un code de la guerre. Il y a les crimes de guerre. Il y a les crimes de guerre. Donc, le CICR est là pour veiller à ça et les Croix-Rouges nationales. Voilà la première partie de la réponse. Je donnerai tout à l'heure des éléments de biblio si vous voulez. Mais alors, du coup, et quelqu'un dans le chat le fait bien, le révèle, les Américains dont je parlais tout à l'heure qui tuent des gens chez eux, est-ce qu'ils sont résistants? Ils tuent des gens chez eux. Ils tuent lesquels? Ils tuent des minorités, ils tuent ou des militaires, enfin, ils sont des cibles. Et c'est compliqué de dire qu'ils sont juste fous, parce que ce n'est pas ça, il y a autre chose. Ah ben ça dépend les cibles. Quand vous avez des manifestations de Noirs qui veulent défendre leurs droits et qui se font tirer dessus, on peut dire que là, on tire sur sa population. Bon, quand par contre, vous avez un terroriste qui va attaquer une mosquée ou un événement de ce genre-là, bon, ce type-là, c'est un criminel et il faut le désarmer. Et en général, on utilise tous les moyens possibles en France et aux États-Unis pour le neutraliser, comme on dit élégamment. Et de son point de vue, peut-être que lui, il se vit comme résistant. Enfin, encore pour revenir à la sémantique, et on ne va pas y passer des heures parce qu'on voit bien que ça mène à rien, mais c'est compliqué de mettre les bons mots sur les bons phénomènes. Absolument. Moi, je recommande, si vous voulez, si vous me permettez sur ce point-là, je recommande un livre qui s'appelle Terrorisme international et marché de violence, qui est écrit par deux Canadiens. Il y a déjà une vingtaine d'années. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, il distingue les terroristes et les résistants. Je simplifie parce qu'en réalité, ils vont un peu plus loin dans la qualification. Et deuxièmement, ils introduisent une notion que moi, je trouve tout à fait intéressante parce que ça sort du bien et du mal. Parce que ce qui est embêtant dans ce genre de débat, c'est qu'on mélange des débats de valeurs et des débats politiques ou des débats scientifiques. On rabat sans arrêt les plans les uns sur les autres. Il parle de marché de violence au sens anthropologique du mot. Un marché au sens anthropologique, c'est plus large qu'un marché économique. Un marché économique, vous échangez des biens et des services et de l'argent. Un marché anthropologique, vous échangez aussi des honneurs, des places et des situations de pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous donnez la Légion d'honneur à quelqu'un, c'est un marché sur le marché des honneurs. Bon, si vous essayez et en particulier, Georg Elvert, qui est un anthropologue allemand qui a développé cette notion de marché de violence, a travaillé sur les jeunes bandes en Afrique qui n'arrivaient pas à se faire un statut social, ils n'arrivaient pas à se marier, ils n'avaient pas d'argent. C'était un cercle vicieux parce que c'était les vieux caciques qui tenaient le pouvoir. Alors qu'avec une petite Kalachnikov, on arrive à prendre le pouvoir politique. On peut faire du racket, on peut racketter des touristes, on peut se faire un petit magot, et avec ça, on peut se faire une pelote pour accéder
à des pouvoirs économiques et à des pouvoirs politiques. Alors ça s'appelle un marché de violence. Et moi, je l'ai beaucoup exploré dans différents champs. Il y a un schéma très clair qui montre comment les marchés de violence se développent, l'industrie d'armement étant une des formes du marché de violence, d'ailleurs. D'accord. Quentin Sancier, un conseil de lecture pour comprendre un peu ces choses-là? Ces choses-là sur le terrorisme ou dans l'ensemble? Sur la guerre, de manière générale, la guerre et la paix, pour revenir au plus large de l'émission. Bah, là, comme ça, je sais qu'il y a un livre qui est sorti il y a pas longtemps, que je n'ai pas lu en entier encore, mais qui reprend beaucoup de choses. C'est le livre de Bernard Bouhen, Les sciences sociales, la guerre et l'armée, objet, approche, perspective, qui reprend tout, quoi. Et pour le coup, bah, c'est une bonne base plutôt à jour sur ces questions. Après, si on veut revenir sur des livres plus vieux, il y a Jean Bechler, Guerre, Histoire et Société, éléments de polémologie, qui est également un livre qui pose un peu le cadre. D'accord. Moi, je vais vous parler juste d'un livre qu'on m'a conseillé quand on a préparé l'émission, qui s'appelle Gouverner par les fake news, qui est très intéressant. Mais alors, j'ai un énorme bémol, c'est que quand on lit le monsieur, on a l'impression que les gouvernements occidentaux sont tous nuls, ils sont tous très cons, ils font n'importe quoi. Et c'est possible, mais le monsieur, malheureusement, passe beaucoup dans les médias TV Liberté, Russia Today. Il blanchit Vladimir Poutine en disant que ce n'est pas lui qui a empoisonné Navalny et Skripal. Il dit que ce n'est pas non plus le gouvernement syrien qui a utilisé le gaz sarin. Enfin, il y a plein de choses où, et moi je ne suis pas armé pour vous dire, où des gens disent ça quand même, ça ressemble à du conspirationnisme géopolitique, qui est un domaine que je ne connais pas du tout. Donc, le livre est hyper intéressant pour avoir un point de vue qui détonne totalement par rapport aux médias, et ça, c'est toujours intéressant. Mais je pense qu'il faut garder à l'esprit que la thèse de ce monsieur est très critiquée par les gens qui s'intéressent au conspirationnisme et qui, a priori, ont ma confiance. Donc, j'ai un conflit d'intérêt, enfin, un conflit de loyauté par rapport à ça. Je ne sais pas si, M. Galli, vous connaissez le livre et si vous voulez en dire juste un petit mot. Parce que gouverner par les fake news, le principe est intéressant, c'est qu'en guerre, il y a la propagande, on n'en a pas parlé, mais elle existe et forcément, on a parfois tendance à se croire plus informé qu'on ne l'est vraiment dans les démocraties. Ça, je pense que c'est à peu près acquis. Mais le livre va peut-être un peu trop loin. Donc, j'en sais pas. Est-ce qu'on peut dire deux mots de ça, de la propagande de guerre? Volontiers, pour dire que je n'en pense pas du tout ce que vous en pensez, vous. D'accord. Je connais et l'homme, puisque cet homme n'est pas n'importe qui. C'est Oui. un ancien colonel du renseignement de l'armée suisse. Bon, faut quand même déjà situer les choses. C'est pas bon. Deuxièmement, vous dites il y a des gens qui disent qu'il est conspirationniste. Il y a une page qui a été ouverte sur Wikipédia par Conspiracy Watch. Tout à fait, qui sont des gens qui s'intéressent ce sont des gens. En fait, il y a deux personnes. Ça fait que c'est quand même pas une ONG indiscutable ayant pignon sur rue, accréditée pour sa neutralité. On pourrait regarder ce que dit Conspiracy Watch sur un certain nombre de cas. Moi, je trouve que les arguments de Jacques Beau sont convaincants. Parce que quand il explique à qui profite le crime, visiblement, la Russie n'avait aucun intérêt de liquider le dénommé Skripal qu'elle a gardé 8 ans en prison. Si elle avait voulu le liquider, elle le faisait à l'époque. Deuxièmement, on a publié dans la presse un article de pseudo-capitaine du GRU, service de renseignement russe. Le GRU n'est pas chargé de ses missions par les Russes. Les Russes, ils sont aussi disciplinés que les autres. Ils ont des gens qui sont chargés des opérations hobo, comme on dit, et d'autres dont ce n'est pas le cas. Et les gens dont on a dit qu'ils étaient coupables, ils étaient à cette heure-là dans un avion. Ils ne pouvaient pas être à la fois dans un avion et en train de commettre des attentats. Donc, il y a les fake news. Je pense que c'est absolument vrai, mais il faut dire, et pour être plus fin que ce qu'on pourrait caricaturer, que Jacques Beau fait la différence entre désinformation et mésinformation. C'est vrai. Et si vous écoutez bien ce qu'il dit le pire, ce n'est pas la grosse désinformation volontaire fabriquée par les psyops. Vous savez qu'en matière de guerre, il y a ce qu'on appelle les opérations psychologiques. En abrégé, ça s'appelle PSYOP, et tout le monde le fait. Les Américains. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des opérations de guerre psychologique. Vous manipulez les médias, vous distribuez des tracts que vous faites éventuellement signer par d'autres que par vous, etc., etc. Ça s'appelle les opérations psychologiques. Et donc, ce que je trouve intéressant dans le livre de Jacques Beau, qui est fort bien documenté, et toutes ces références sont sourcées, il ne source pas de choses sur des bases qui soient douteuses. Il souligne une faiblesse qui est grande, c'est la paresse des institutions de renseignement. Très souvent, les gens des renseignements
et les politiques, je veux dire, ils visent beaucoup les politiques là-dedans, plus que les techniciens. Ils sont paresseux. Ils sont paresseux parce qu'ils vont au plus rapide. Alors, c'est vrai que moi, je pense que cet homme-là a une démonstration assez rigoureuse. Et surtout, il dit à qui profite le crime. Par exemple, quand on dit Bachar a gazé la population, en dehors du fait qu'il y a des expertises balistiques qui disent que ce n'est pas du tout évident que c'est lui qui l'a fait, mais surtout, est-ce qu'il avait intérêt à le faire? Si demain, je vous dis, si vous franchissez cette ligne rouge, je vous rentre dans l'art, faut que vous soyez idiot pour franchir la ligne rouge. Or, Bachar est sans doute un criminel peu sympathique, mais il n'a pas l'air d'être totalement idiot, pas plus que Poutine. Donc Et vraiment, peut-être qu'il compte sur cette analyse-là pour qu'on croit que c'est pas lui. Enfin, oui, après, oui, c'est compliqué. peut... Moi, j'ai pas le fin mot de l'histoire, évidemment. Je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais Moi... je constate que c'est compliqué dès qu'on rentre sur ces sujets-là. Et on en revient à la phrase, hein, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Là, pour le coup, autant sur des sujets scientifiques, c'est des domaines que je connais un peu mieux, c'est plus simple de se faire une idée de qui est fiable et qui ne l'est pas. Là, c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Oui, c'est vrai. Mais moi, quand je regarde les CV respectifs de Jacques Beau et de ceux qui le traitent de conspirationniste, je pense quand même qu'il y en a Oui, un. mais quand on regarde des CV, Didier Raoult est fiable. Oui, je veux dire Donc, ça n'est pas un argument extraordinairement. Oui, non, mais il est intéressant, l'argument. Il a son poids. Vous avez plein de gens qui, dans leur domaine de compétences, sont efficaces et très vite, quand ils en sortent, ils disent des bêtises. C'est vrai. Et là, Jacques Beau, il est dans son domaine de compétences. Je pense que Raoult, de temps en temps, il s'est livré à la prévision. Et quand il se livre à la prévision, comme tout le monde, il se trompe. Quand il dit qu'il n'y aura pas de deuxième vague ou de troisième, visiblement, ce n'était pas juste. Mais voilà, je ne veux pas rentrer dans ce débat compliqué. Quentin Sancier, sur ça, je ne veux pas vous faire rebondir forcément sur la Syrie, qui est un dossier qu'il faut connaître pour en parler. Mais sur cette idée de la propagande et du fait qu'en démocratie, peut-être qu'on a plus qu'ailleurs l'illusion qu'on est bien informé. Bon, alors, pour l'illusion d'être bien informé en démocratie ou ailleurs, j'avoue que je ne pourrais pas me positionner. Par contre, je peux dire que tout ce qui est psy-ops, c'est un concept nouveau pour quelque chose qui existe depuis très longtemps. Tout ce qui est information, mésinformation, désinformation, création de confusion dans le camp adverse, c'est omniprésent. C'est un moyen comme un autre d'empêcher l'adversaire de mobiliser ses moyens et ses forces dans le cadre d'un conflit. Je ne sais pas comment dire. En fait, il faut toujours avoir en tête que on a le recul nécessaire pour essayer, et encore, on a le recul pour analyser des situations qui n'avaient aucune évidence morale à l'époque. Jamais, en fait. Et malheureusement, et on le vit, nous, à notre époque, et c'est comme ça pour toutes les époques, on n'a pas toutes les informations. Il y a de la rétention d'informations, il y a de la mésinterprétation aussi, qui peut être honnête. Il y a des incompréhensions, il y a des phénomènes d'engrenage aussi. Il arrive que des sociétés prennent des décisions qu'elles ne voulaient pas prendre, juste par construction. Et en fait, c'est un peu continu. Je me souviens d'une, il faudrait que je la retrouve, mais une interview d'une résistante de la Seconde Guerre mondiale qui répète inlassablement, il n'y avait aucun impératif moral à l'époque de la Seconde Guerre mondiale de résister à l'occupant nazi. Ça n'était pas une évidence. Aujourd'hui, ça l'est. Parce qu'on sait, parce qu'on a du recul, parce qu'on voit les choses. Mais à l'époque, on ne l'avait pas. Et donc, il faut un peu toujours avoir ça en tête. Quand on veut se faire un avis, quand on veut essayer de comprendre ce qui est, malheureusement, il y a une bataille de l'opinion, une bataille des faits, une bataille des chiffres, une bataille de la manière de le présenter, qui rend l'appréhension de notre situation extrêmement difficile. Et ça fait partie du jeu des différentes entités qui se font la guerre. Vous avez dit que les PSYOP, finalement, ce n'était pas si nouveau que ça. Et c'était ma question suivante, c'est que la guerre moderne, on l'a un peu évoqué avec les différents hard power, soft power, smart power, et M. Galis va y revenir tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on a dans les guerres modernes qui change par rapport aux guerres historiques, qui sont des choses que vous avez évoquées sur votre chaîne. Voilà. Qu'est-ce qui change? Est-ce que la guerre moderne est différente? On a les guerres économiques, les guerres culturelles, la guerre informatique aussi qui est présente, notamment avec est-ce que, oui ou non, on interfère avec les élections
de certains pays via l'informatique. En tout cas, les accusations existent. Est-ce que c'est de la guerre? Est-ce que ça existe? Et qu'est-ce que ça change? Je ne vais pas pouvoir répondre rapidement. Non, mais Je dirais là, comme ça, et ça va être un peu rapide, que les moyens changent, mais pas les discours autour. J'ai un exemple concret en tête pour faire simple. Aujourd'hui, on a les drones qui sont quand même une mise à distance très importante de la violence et de la possibilité de mourir. Et quand on regarde, par exemple, la théorie du drone de Chamaillou, qui n'est pas inintéressant en soi comme livre, on retrouve un discours qui est de l'ordre, bon, maintenant, c'est plus la guerre parce qu'il y a un des deux camps qui ne peut pas mourir. Et bien, ce discours, on le retrouve au XVIIe siècle sur les canons et les fusils. C'est-à-dire que tout à coup, ah, mais c'est plus possible, on ne fait plus la guerre, puisqu'on ne se rentre plus dedans, on ne se touche plus, c'est plus du tout pareil, c'est la fin de la guerre. Et en fait, on retrouve ce truc-là. Donc, les moyens changent, et du coup, les doctrines d'emploi, et du coup, on recalcule pour savoir comment on peut employer ça le plus efficacement possible. Mais dans les faits, on a la même approche. On revient un peu toujours sur les mêmes réflexes. donc, la guerre n'évolue pas vraiment dans la manière qu'on a de penser le conflit. Voilà, mais avec des finesses. Parce que le conflit évolue aussi. Mais c'est des histoires de concepts plus que de techniques. On a tendance à tout cacher derrière l'objet, la technologie, l'informatique. Dans les faits, c'est plus comment on voit les choses qui changent. Gabriel Galis, sur les guerres modernes et sur les nouveaux powers qui sont à l'œuvre. Oui, moi je pense qu'il y a des choses qui sont effectivement pas tout à fait aussi nouvelles que ça. On trouve déjà dans le XVIIIe siècle et avant la notion d'état de guerre qui est ni la guerre ni la paix. Moi je reviens à mes deux officiers chinois parce que je pense que c'est une Bible qu'il faut lire. Elle a été lue d'ailleurs par tout le monde, y compris en France par les militaires. Moi, je suis très surpris parce que j'ai aussi une formation d'économiste. Moi, j'ai fait mes études à Grenoble, soit dit en passant. C'est pour ça que j'ai une sympathie pour une partie de votre milieu. Ça fait longtemps, mais je n'ai pas oublié. Et j'y ai fait des sciences politiques et de l'économie politique. Et je suis très sensible à la guerre économique, ce qu'on appelle l'intelligence économique aussi, qui est une forme de guerre, parce que c'est une guerre qui ne tue pas directement, mais qui tue indirectement. Quand vous créez du chômage par l'espionnage, par exemple, vous pouvez pousser des gens à être à la rue, ce qui est une mort sociale, et éventuellement suivie d'une mort physique. Donc il y a plein de façons de faire la guerre. Ce qui a changé peut-être, alors c'est le facteur technique, et c'est un des paradoxes de la situation, c'est que d'un côté, l'homme est toujours un homme. Ça, on a le même cerveau primitif, avec un même néocortex, avec une même colonne vertébrale, avec un même hypothalamus que que le Cro-Magnon, hein, en gros. Alors, on a un petit peu développé le lobe frontal, on est content parce qu'on a développé certaines parties par rapport à d'autres, mais quand on est dans une situation de peur, par exemple, c'est pas avec son lobe frontal qu'on va se sauver, hein, c'est à coup d'hypothalamus primitif, vraiment du reptilien pur sucre. Bon, donc d'un côté, on est tout à fait, et par-dessus le marché, on est les primates. Bon, bah oui, on est sur l'arbre biologique, on est les cousins des singes, on n'est pas des singes, on est les primates. Donc ça, d'un côté, c'est une réalité, non mais il faut la regarder telle qu'elle. Alors on est des primates spirituels, et je ne dis pas que nous ne sommes que des primates, mais nous sommes d'abord ça. Et puis en même temps, nous avons tellement développé les outils technologiques, les artefacts économiques, les monnaies virtuelles, bimétalliques virtuelles, etc., que nous sommes dans une contradiction qui devient de plus en plus tendue entre nos deux dimensions, la dimension de nos comportements instinctifs premiers et puis l'hypertechnologie que nous développons avec l'hypervitesse qui fait marcher les missiles, les drones et les marchés financiers. Vous savez que, par exemple, aujourd'hui, il y a des techniques de gestion des fortunes qui consistent à donner des ordres de commande, Oui. hein, et puis à les annuler tout de suite.
Et dans la nanoseconde, vous pouvez faire des bénéfices énormes en annulant la commande que vous venez de passer pour tromper le marché. Bon, regardez Charlie Hebdo. Je veux dire, il y a 40 ans, Charlie Hebdo, vous l'achetiez pas, mais bon, ça vous plaisait ou ça ne vous plaisait pas. Aujourd'hui, Charlie Hebdo, il se retrouve en virtuel au Pakistan. Et les types qui voient les photos du prophète, ils ont l'occasion de se formaliser. Il y a 40 ans, ils ne les voyaient pas. Vous voyez ce que je veux dire en termes de conflictualité naissante? Vous avez des germes de conflictualité nouveaux qui n'existaient pas avant, tout simplement parce que les gens s'ignoraient, étaient très loin les uns des autres. Maintenant, on est tous ensemble avec nos fantasmes, nos peurs, nos désirs, nos convictions, et ça fait un précipité chimique un peu violent. Et je crois que ça, c'est les guerres modernes, c'est aussi ça, en dehors des opérations de guerre non militaire dont parlent les Chinois. Et ça rejoint l'idée d'opération molle. Je ne sais pas si c'est un terme technique, j'ai vu quelqu'un en parler dans le chat. C'est des choses qui existent, ça, dans le vocabulaire? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est, en deux mots? Parce que le temps avance et après, il faut qu'on conclue. On parle plutôt de cibles molles, d'ailleurs, mais ça, notre polytechnicien répondra mieux que moi sur les cibles molles. Ah. Je ne relèverai pas. Non, je ne sais pas, moi j'aurais tendance à dire indirect ou de basse intensité. Maintenant, molle, je ne suis pas nécessairement été très confronté à ça. D'accord. Alors, avant de finir, il nous reste 7 minutes, mais on pourra déborder un tout petit peu, parce que j'aimerais qu'on soit un petit peu utile à ceux qui nous écoutent. Et donc, d'abord, M. Galis, la polémologie et l'irénologie, est-ce que ça propose des solutions? Parce que si c'est juste dire la guerre, c'est mal, je vous dis, les candidates à Miss France, elles le font très très bien, et pour moins cher. Donc, si vous travaillez dessus aussi longtemps, peut-être que ce n'est pas pour rien. Qu'est-ce que vous avez à proposer? Voilà. Quelles sont les 2-3 pistes principales qui feraient consensus dans votre discipline? Écoutez, je crois qu'il y a quand même, d'une part, il y a les grands irénologues qui ont fait des livres qu'il faut lire. Je pense à Johan Galtung en particulier, le père de l'irénologie à l'européenne, qui est un Norvégien qui fait depuis 60 ans de l'irénologie. Il a fait plein de livres intéressants, on ne peut pas les résumer là, mais ça concerne le mode de développement, ça concerne le mode de négociation, etc. Il y a Alain Jox pour la France. Alain Jox, qui est un irénologue et polémologue français qui a étudié les stratégies. Deuxièmement, il y a la charte de l'ONU. La charte de l'ONU, même si l'ONU est à parfaire, elle est quand même pas aussi imparfaite que ça. Et très souvent, on accuse l'ONU d'être efficace alors que ce sont les États membres et les grandes puissances en particulier qui la rendent impuissante. Ce n'est pas la faute de l'ONU. Je veux dire, c'est comme le feu. Hein. Le feu, vous pouvez vous chauffer ou vous pouvez brûler la voiture du voisin ou la maison du voisin. Ce n'est pas le feu qui est responsable, c'est le type qui l'utilise. Bon. Et donc, dans ce cas-là, moi, je pense que la charte de l'ONU n'est pas utilisée à plat. Je vais vous donner une piste concrète. Beaucoup de partisans de l'OTAN nous disent bah oui, mais l'ONU n'a pas de force armée en dehors des forces de maintien de la paix qui sont pour s'interposer entre belligérants. Il y a dans les articles 46 et 47 de l'ONU la stipulation d'un comité d'état-major qui regroupe les puissances, les armées des puissances du Conseil de sécurité, membres permanents et membres non permanents. Eh bien, en fait, on n'a jamais utilisé ça, ni pendant la guerre froide, où ce n'était pas possible, ni dans l'après-guerre froide, où ça aurait été possible. Donc, effectivement, quand on n'utilise pas les outils qui sont disponibles, parce que c'est à mon avis un bon outil, et il y a une chercheuse française qui a travaillé là-dessus, c'est une des pistes qui devrait rendre les choses plus acceptables. Maintenant, il faut aussi faire des réformes de l'ONU. Mais il y a des solutions, elles existent, et il faut y recourir. Maintenant, après, il y a des travaux beaucoup plus complexes qui sont en cours. Et il y a une communauté des chercheurs, aussi bien en polémologie qu'en irénologie, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas là-dessus que les gens s'opposent, c'est est-ce qu'ils sont belliqueux ou non belliqueux. Donc, l'ONU, ce serait le principal outil pour la paix dans le monde. C'est un outil, si on utilise, et puis peut-être un autre outil qu'il faut se mettre à penser, ce qui est difficile pour nous occidentaux, ce n'est pas simplement le multilatéralisme, c'est la multipolarité. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où il n'y a pas qu'un seul pôle, il y a plusieurs pôles, notamment parce que l'Asie se développe considérablement, parce que l'Afrique n'a pas de représentant au Conseil, de membre permanent du Conseil de sécurité, ce qui est une aberration. Vous avez la France et l'Angleterre qui, pour des raisons historiques, ont chacune un siège, oui. Mais vous n'avez pas le Nigeria, vous n'avez pas l'Afrique du Sud, vous n'avez aucun de ces pays qui sont des grands pays, je pense au Nigeria en particulier.
Donc voilà, il faut penser le multilatéralisme, il faut penser l'ONU, mais il faut aussi penser la multipolarité et donc la négociation. Moi, je ne suis pas fanatique de la paix par principe. Je dis simplement que quand on regarde ce que coûte la guerre et ce que coûte la paix, en dehors de certains particuliers qui en profitent, Oui. très souvent, les guerres sont plus coûteuses pour la majorité de la population. Mais quand un Séancier rappelait que ça profitait toujours à certains, moi, j'ai tendance à voir si ça profite au plus grand nombre. Et le plus grand nombre, en général, il ne profite pas des guerres. Non, mais ce n'est pas eux qui décident souvent. Non. Quentin, la piste, voilà, si on veut la paix, si la paix c'est bien, comment qu'on fait? Ah, c'est maintenant, c'est le grand moment. On écoute la parole. Je vais régler tous les problèmes militaires, Voilà, super. mais il faut que vous vous écoutiez bien. Non, j'aurais tendance à dire, mais là on tombe dans l'opinion personnelle, que l'enjeu d'une approche pacifiste dans notre organisation mondiale, et même en fait nationale, passe par une appropriation du phénomène de violence à travers la politique. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus aujourd'hui la notion de violence, que d'ailleurs on ne définit que très mal, que très partiellement, puisque la violence physique est toujours vécue comme quelque chose d'éminemment plus important que toute autre forme de violence, ce qui n'est pas nécessairement une évidence dans nos sociétés. En fait, on ne supporte plus de s'engueuler. On ne supporte plus de se poser, de s'envoyer à la figure des opinions pour arriver à un consensus politique avec des institutions qui arrivent à réguler ça. Et vraiment par le discours démocratique. Hein, et je ne parle pas de démocratie au sens juste démocratie libérale, de l'organisation du dialogue. Et en fait, le problème auquel on se pose n'est pas de dire la guerre c'est mal, c'est de dire pourquoi la guerre, qu'est-ce que la guerre. Je rejoins complètement M. Galis sur la remarque de Boutoul qui est qui veut la paix comprend la guerre. Parce que j'ai un exemple, ça y est, je suis long. J'ai un exemple un peu particulier. Il y a eu des études en économétrie sur les liens entre les aspects économiques et les guerres civiles. Donc, c'est vraiment guerre civile. Et par exemple, ce qu'il en ressort, bon, déjà, c'est tellement polyfactoriel qu'en fait, on n'arrive pas à tirer beaucoup de conclusions. Mais un des trucs qui ressort, c'est que en termes d'inégalité économique, ce n'est pas tellement les inégalités entre classes sociales que les inégalités entre régions qui posent problème. Ce qu'on appelle l'inégalité horizontale. Alors, c'est des conclusions qui sont limitées. Hein. Faut pas non plus trop en tirer un trait. Mais typiquement, avec de tels résultats qui sont limités, on peut définir des politiques. On peut définir un engagement social pour éviter de créer une situation potentiellement belligène, donc qui pourrait mener à une guerre. C'est-à-dire que quand une région est mise à partie, quand une région est mise à mal, ou au contraire une région devient trop puissante par rapport aux autres d'un point de vue économique, là on a des risques de création de corpus sociaux et politiques qui pourraient s'opposer entre eux, puisque tout à coup ils deviennent excluants. Typiquement, c'est le genre de conclusion qui peut aider à définir des positions politiques de tout le corps social pour éviter une situation belligère. D'accord. Et par rapport à votre travail sur YouTube, est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut lutter pour la paix? Alors, lutter pour la paix, c'est aussi la paix est un combat, c'est une sorte de paradoxe, mais est-ce que, voilà, en vulgarisant sur YouTube l'art de la guerre, est-ce qu'on rend les gens plus avides de guerre, plus violents, ou est-ce qu'on les immunise contre ça? Enfin, est-ce que vous pensez avoir un rôle là-dedans, ou est-ce que c'est juste de la culture et de la curiosité? Je construis mon action dans le sens d'une appropriation du phénomène guerre et donc du phénomène paix. Je ne sais pas si j'y arrive, je ne sais pas si ça fonctionne, mais à l'image du débat sur les jeux vidéo où la violence au cinéma rend violent ou au contraire permet d'exprimer une violence et donc de calmer les gens, en fait on n'a pas de résultat très clair sur ce sujet. Moi il m'apparaissait important de montrer que la guerre n'était pas une matière de brutes ou de gens qui voulaient se taper dessus et puis voilà,
mais au contraire, une des matières les plus réfléchies de l'histoire de l'humanité. Oui. L'humain et les conflits. Euh, alors je me tourne vers le chat, il n'y a pas beaucoup de questions vraiment pertinentes, pardon, mais qui amèneraient les choses vraiment pour aller plus loin. Encore que, ça rejoint un peu ce que je voulais dire, est-ce qu'un monde qui serait parfaitement en paix saurait qu'il est en paix, saurait ce que ça vaut que la paix, et du coup, est-ce que la guerre est nécessaire ponctuellement pour que la paix existe, ou est-ce que on peut avoir des conflits sans qu'il y ait de guerre? Alors, on revient encore à la limite entre conflits et guerre, parce que les conflits, ça peut se régler par le débat aussi. Donc les conflits en soi, on en aura toujours. Mais est-ce qu'on peut imaginer la fin des guerres à une échelle qu'on pourrait voir, Monsieur Galis, par exemple? Moi, j'aimerais reprendre ce qu'a dit Quentin Sensier, avec lequel je suis d'accord. C'est Mhm. l'éloge du conflit. Voilà. C'est un titre qui a été fait d'ailleurs, Éloge des conflits. Je le recommande vivement. C'est un psychanalyste qui a écrit ça, mais qui fait des choses. Il ne faut pas cacher les conflits. Parce qu'on Non. est actuellement dans un double monde, dans un double discours un peu schizophrène. D'un côté, l'éloge du consensus, on est tous d'accord. Et puis de l'autre côté, on se fout des coups de pied sur la table. C'est un peu comme dans les repas bourgeois des familles, vous savez. On se sourit au-dessus et on se fout des coups dans les tibias par en dessous. Hypocrisie. Ça, je trouve que c'est vraiment la pire des solutions. Il faut assumer le conflit. Il faut éviter d'arriver à ce qu'il soit violent et physique. Mais la violence verbale est libératoire. Hein. Une franche engueulée, ça n'a jamais fait de mal à personne et ça fait parfois du bien au débat lui-même. Et les bons débatteurs, au Moyen-Âge, on parlait de disputatio. On Voilà, argumentait, on n'avait pas tout à peur. fait. Et deuxièmement, moi j'ai vu passer tout à l'heure un chat que je trouvais intéressant, si vous permettez. Monsieur? C'était est-ce que l'ONU sert encore à quelque chose? Ben, on en a parlé, mais allez-y. Ah bah oui, oui, non, mais moi je dis oui. Je dis qu'il faut le maintenir. J'en vois passer un autre, comparer la quantité de médias violents. Je n'ai pas eu le temps de En terminer gros, la. c'est est-ce que les médias aident davantage à réduire la violence ou est-ce qu'ils l'alimentent? Oh, moi, je pense Ça qu'il dépend. l'alimente plutôt Oui. parce que, si vous voulez, l'information, alors au sens mes informations, des informations, je prends le média information tel qu'il est, neutre, il est à la fois une marchandise, donc quelque chose qui rapporte, hein, c'est une marchandise, c'est fait pour apporter de l'argent, et une arme. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui d'infowar, la guerre de l'information. Oui. Quand vous êtes à la fois une marchandise qui rapporte et une arme qui dissuade ou tue, vous avez énormément de pouvoir. Et tous les enjeux sur la concentration des pouvoirs, les nouveaux médias, etc., on voit bien ce qu'ils véhiculent. Donc aujourd'hui, il y a malheureusement plus d'effets belligènes que d'effets pacifiques. Alors, donc on va conclure là-dessus. Je vous donnerai la parole une dernière fois pour un mot de la fin. Euh, on peut conclure, on est tous d'accord pour dire que les conflits, ce n'est pas un problème en soi, que l'engueulade est même très très bien. Et moi, j'ajouterais que la culture du débat, ça permettrait de débattre mieux pour se battre moins. Donc, et la disputation du Moyen-Âge, il faudrait que ça revienne. Et donc, dans le monde sceptique auquel j'appartiens, on essaye de mettre ça un peu en avant. Donc, c'est très bien. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'on n'est pas d'accord parce que c'est comme ça qu'on peut régler les choses, même si on s'engueule un petit peu. Et peut-être que ça. Enfin, moi, en tout cas, je m'engueule souvent et je fais jamais la guerre. Bon, mais mon exemple ne peut pas être généralisé, évidemment. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un message important qu'on n'a pas le temps de passer, parce que là, il est l'heure de conclure, messieurs. On commence avec M. Galis. Écoutez, moi, j'ai un message qui n'est pas vraiment optimiste. C'est de dire que c'est-à-dire que si on veut absolument faire reculer la guerre, les violences, etc., il faut se fatiguer parce qu'il faut lire beaucoup de livres, il faut écouter beaucoup de vidéos, il faut, et si possible, des bonnes, comme celle de Quentin, je suppose, parce que je ne l'ai encore pas Voilà. fréquenté, mais je sens que je vais commencer. Sur le champ sur YouTube. Et donc, si vous voulez, je pense que faut savoir, le repos et la liberté sont incompatibles. Hein. C'est le discours de la servitude volontaire de la Boétie, qui est un livre qu'on devrait donner aux étudiants en sciences politiques. Et moi, j'ai découvert 30 ans après mes études. C'est bien dommage qu'on ne me l'ait pas fait lire avant, parce que malheureusement, je ne suis pas sûr que tous les hommes veuillent être libres. Certains, ils veulent se contenter d'avoir le repos, la nourriture, et puis métro, boulot, dodo, comme on disait avant. Et ça, c'est très mortifère. Ce n'est pas les gens agressifs qui sont forcément les plus dangereux, ce sont les moutons. Entre les loups et les moutons sont parfois plus dangereux que les loups.
Ce n'est pas un discours d'irénologue, mais pourtant c'est le mien. Donc il y a un repos du guerrier, mais il n'y a pas de repos de l'irénologue. Quentin Exactement. Sancier. Exactement. Je ne sais pas si j'arriverai à finir, mais je dirais que, en fait, une phrase qu'on n'a pas dite et qui me semble importante, c'est que la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. Et c'est un peu le cœur de notre problème aujourd'hui, que de se dire « Ah, on est en paix depuis 70 ans, c'est bien ». C'est le fruit d'une politique, c'est le fruit d'un engagement, c'est le fruit d'efforts. Donc, comme vous dites, hein, Monsieur Galis, c'est vraiment, c'est difficile. C'est difficile de ne pas se taper dessus en société. Mais on a appris et on fait des efforts. Et en échange, on a mis en place des structures qui permettent de gérer les conflits. Et ça prend beaucoup d'énergie à notre société. Mais on considère ça comme assez important. Donc en fait, il y a un enjeu d'investissement, sans parler d'investissement économique, hein, d'investissement personnel, d'investissement collectif, dans une politique. Et alors là-dessus, moi, j'irais jusqu'à dire que la paix, ça doit être aussi un exercice populaire. Il faut s'approprier les institutions qui déclarent la guerre et qui nous privent du droit de dire non, de la possibilité de dire on va régler ce conflit autrement. On ne va pas utiliser un autre moyen que la politique pour régler ce conflit. Et à l'inverse, il ne faut pas tomber dans le piège de la paix qui enferme. Parce que la paix, en tant qu'État fermé, qui ne permet pas le conflit, peut devenir une chape de plomb bien plus mortifère qu'un état de conflictualité ouvert. Donc, non à la guerre, mais oui au conflit, Voilà. géré correctement, assumé, et qui permet que les problèmes soient posés, parce que le monde n'étant pas parfait, l'injustice étant parmi nous, on ne va pas la régler en disant tout va bien. Si je résume. Très bien. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Isabelle Soré qui a organisé la table ronde. Merci à Thibaut également qui m'a aidé à préparer ça Thibaut Renard en amont. Et merci à Vincent qui a géré la technique. J'espère que j'ai oublié personne. Merci à vous d'avoir été avec nous en direct. Ce sera rediffusé sur la Tronchambier dans quelques jours. Donc, bonjour à vous si vous êtes là sur la Tronchambier maintenant. On vous dit à très bientôt et faites l'amour, pas la guerre. Hein, c'est une conclusion comme une autre. À bientôt.